Face à Face. Et l'invité d'André Berkoff aujourd'hui est Alexandre Goudarzi, qui est aujourd'hui directeur adjoint des opérations responsable développement chez SOS Chrétiens d'Orient. Il est aussi ex-otage en Irak et auteur de ce livre Guerrier de la paix aux éditions du Rocher. Alors, Alexandre Goudarzi, je suis très heureux de vous recevoir parce que justement, vous ne restez pas derrière votre fauteuil pour raconter les événements du Moyen-Orient ou autres. Vous y allez et vous avez payé de votre personne et vous y allez depuis des années d'ailleurs avec SOS Chrétiens d'Orient qu'on a souvent reçu ici depuis au moins 6 ans, c'est ça, 5 ou 6 ans. Et je voudrais juste avant évoquer quelque chose, et je conseille aussi la lecture, comme je conseille la lecture de Guerrier de la paix, bien sûr, l'association Porte Ouverte, qui fait chaque année un index mondial de persécution des chrétiens dans le monde. Et je voudrais rappeler quelques chiffres, parce que bon, on parle de beaucoup de choses, on parle des racisés, on parle des victimisés, on parle des persécutés, des colonisés, etc. aujourd'hui. Mais je voudrais juste rappeler quelques chiffres. Plus de 340 millions pour 2020, plus de 340 millions de chrétiens fortement persécutés dans le monde. 4761 chrétiens tués, soit 13 par jour. 4488 églises ciblées, dont 3088 en Chine. 4277 chrétiens détenus, dont près de la moitié en Érythrée et en Chine. 12 pays en persécution extrême, je ne vais pas tous les citer, de la Corée du Nord à la Syrie, en passant par l'Irak et compagnie, la Libye, l'Iran, etc. Et des évolutions extrêmement fortes, etc. Enfin, il faut parler de tout ça en Égypte et ailleurs. Et justement, votre livre, Alexandre Goudarzi, Guerrier de la paix, Guerrier de la paix, c'est une contradiction, mais c'est une fausse contradiction, puisque effectivement, on peut faire la guerre pour la paix, et c'est peut-être le meilleur moyen de la gagner, d'ailleurs, un jour, cette paix. Alors, Alexandre Goudarzi, vous êtes d'origine iranienne, si c'est ça. Ça, oui. Vous êtes venu en France avec vos parents il y a très longtemps, mais parlons de ce qui s'est passé. D'abord, je voudrais que vous me parliez de la Syrie. Quand vous êtes arrivé, qu'est-ce que vous avez vu, la réalité que vous avez vue là, puisque vous êtes engagé, on ne va pas revenir comment vous êtes, entre guillemets, converti, c'est-à-dire à la foi chrétienne. Vous avez effectivement rejoint SOS Chrétiens d'Orient, mais auparavant déjà, vous êtes prof d'histoire géo, donc vous êtes intéressé à la région. Vous arrivez en Syrie en 2015. Alors, donc 5 ans, vous avez été pris en otage en 2020, on va revenir là-dessus. Qu'est-ce qui vous a frappé, comme ça, avec le recul, par rapport à ce qu'on disait de la Syrie, de la situation en Syrie, et puis l'évolution, et par rapport à ce que vous avez vu dans la réalité? Tout d'abord, merci pour votre accueil. Donc effectivement, ça fait à peu près 20 ans moi que je voyage dans cette zone, entre le Proche-Orient et l'Asie centrale. Donc c'est une région que j'affectionne très particulièrement, que je connais assez bien. La Syrie, j'ai eu l'occasion de la connaître à plusieurs reprises avant la guerre, bien avant la guerre. Et effectivement, quand j'arrive en 2015 bien avec avant 2011, donc. C'est ça, bien avant 2011, entre 2003 et 2008. Donc à 4 ou 5 reprises. Et quand je redécouvre la Syrie, donc après la guerre avec l'association SOS Chrétiens d'Orient, eh bien effectivement c'est une Syrie défigurée, meurtrie, aux portes de la mendicité, alors que c'était un pays qui vivait en autosuffisance jusqu'ici, qui n'avait besoin de rien, qui faisait davantage des exportations plutôt que des importations, je parle en produits en tout genre. Ouais. Et effectivement le contraste en fait permanent que je vis, puisque je suis quand même connecté, relié à la France, voilà, pour tout un tas de raisons, parce que voilà, le lien avec la famille, le pays, puis le travail. Et en fait, c'est l'obsession permanente sur le gouvernement syrien. Alors certes, on peut dire bien des choses au sujet de Bachar al-Assad, c'est absolument pas un problème. Oui, quand même, on peut pas dire que c'est un ange. Non, c'est clair, voilà, c'est un régime autoritaire séculier, vulgairement, on dirait que c'est une dictature. Mais voilà, en tout cas, en face, on a une nébuleuse de groupes djihadistes, dont les djihadistes locaux ont ouvert les portes, donc à des multitudes de djihadistes étrangers, on parle de plus de 90 nationalités qui se sont déversées sur le territoire syrien, avec l'aveuglement volontaire ou naïf de beaucoup de puissances de l'Ouest. Et donc en fait c'est terrible parce que ça me rappelle, enfin vous rappelez Fabius al-Nosra fait du bon travail. Ouais, bien sûr, ouais, dès le 12 décembre 2012 à Marrakech, il avait dit que voilà, il fallait pas inscrire Jabhat al-Nosra sur les listes terroristes internationales puisqu'il faisait du bon boulot. Bon, le bon boulot en question, c'est des gens qui arrachent des enfants à leur foyer, qui en font des petits soldats du califat, c'est des femmes qui sont abusées voilà, comme esclaves sexuelles, et puis c'est des hommes qui sont démembrés. C'est le même boulot que Daesh. Il n'y a pas à minorer en fait l'action d'al-Nosra, qu'on l'ait appelé Fatah
al-Sham ou qu'on l'ait appelé Hayat Tahrir al-Sham encore aujourd'hui, c'est d'actualité et en fait on leur a bien souvent un peu trop donné de crédit, une tribune médiatique, en essayant un petit peu Donc, de minorer. vous avez vu, et ça c'est intéressant à parler, vous avez vu le décalage entre ce qui se disait en France, la situation de la France, et d'ailleurs vous parlez de la France, de la situation de la France, en fait, peut-être de l'état mental de ce qu'on vit aujourd'hui, et ce que vous voyez en Syrie, ce que vous avez vu en Syrie. Oui, c'est ça, et puis c'est ce cri d'appel à l'aide, en fait, cette incompréhension des Syriens qui disent, mais nous, dans notre esprit, la France, c'est comme notre mère, la France, c'est comme notre maman. On comprend pas, en fait, qu'est-ce qui s'est passé. C'est comme au Liban, ça. Enfin, exactement. Et on comprend pas, en fait, il y a une incompréhension totale. Et c'est vrai que c'est douloureux, parce qu'ils nous le disent de toute façon, voilà, nous, quand on a participé, parce qu'il y avait des Syriens de toutes les conditions, de toutes les religions, de toutes les ethnies, etc., de toutes les conditions sociales, qui étaient dans la rue pour la révolution, pour ce printemps arabe. Et la manière dont les djihadistes ont phagocyté les rangs des révolutionnaires de la première heure ont totalement discrédité le mouvement en question et ont jeté ces révolutionnaires aussi de la première heure dans les bras du gouvernement. Et en fait, ils en veulent énormément en fait, à ceux qui ont complètement terni les principes même des révolutions du début, quoi. Et aujourd'hui, l'action de la France, elle est perçue comment, là-bas en Syrie ? C'est un acharnement en fait, je veux dire, bon là il y a le plan César depuis le 17 juin 2020 qui est en cours. On s'aperçoit que les conséquences économiques déjà pendant 10 années de guerre, elles étaient terribles. Mais là, ce n'est plus une conséquence de guerre, c'est une arme en fait en elle-même. C'est une arme aujourd'hui, l'asphyxie économique est une arme de guerre braquée sur la tempe des Syriens, au même titre que celle qu'ont vécu les Irakiens pendant 12 ans après la guerre du Golfe, dès le début des années 90. On est dans un état d'asphyxie très intense, et c'est sur embargo total, et donc embargo auquel sont soumis toutes les puissances qui voudraient potentiellement commercer avec la Syrie. Et c'est ce qui fait justement, c'est ce qui va donner à terme, là on voit déjà que c'est le cas dans l'est de la Syrie, ce qui permet à Daesh de regrossir ses rangs, de reformer ses rangs sur cette misère économique. Il y a une reformation. Bien sûr, ça recommence en fait, et doublé par l'illégitimité en tout cas des positions kurdes dans cette région-là avec l'appui américain. Donc c'est un double facteur en fait du retour, du regain de Daesh qui n'est jamais vraiment mort en fait dans l'est syrien. Entre parenthèses, oui, mais enfin, faut rappeler que ceux qui se sont battus contre Daesh, c'est les Kurdes, notamment à Kobané, et qu'on a laissé tomber de la manière la plus lamentable, il faut le dire. On remet absolument pas en cause le rôle des Kurdes qui ont été vraiment des guerriers et qui ont été en première ligne. Or, bon, on s'aperçoit que dans le nord-est syrien, ils ont littéralement débordé de leur zone de peuplement de nature. Et la patte américaine ne plaît pas, ne fait pas l'unanimité en Syrie. Et donc, oui, non mais c'est intéressant, c'est-à-dire que vous avez vu en fait l'écart entre ce qui se dit ou ce qui se disait en France, enfin les rapports et ce qu'on avait, et puis la réalité sur le terrain qui était beaucoup plus nuancée, etc. Juste un mot. Vous dites, parce que vous avez des mots assez durs mais tout à fait légitimes, et vous avez non seulement le droit mais le devoir d'avoir votre opinion. Vous dites qu'en France, on s'est vraiment beaucoup ramolli. Oui, je pense que c'est un fait et un constat qu'on partage, qu'on est beaucoup à partager. Oui. Ouais. Et c'est vrai que, comme disait l'autre, quand il y a du mou, il y a un loup. Mais ce loup, on va en parler juste après les informations. Et vous vous rappelez que vous aussi, là, vous devez prendre la parole. Vous nous appelez au 0826 300 300. Notre invité Alexandre Goudarzi reste avec nous et vous pouvez aussi réagir à tous les autres sujets, évidemment, dissolution de l'UNEF, pour ou contre, ou tout ce que nous a raconté le docteur Ron. Allez, à tout de suite. Berkoff dans tous ses états. André Berkoff est aujourd'hui face à face avec Alexandre Goudarzi, qui est aujourd'hui directeur adjoint des opérations chez SOS Chrétiens d'Orient. C'est aussi un ex-otage en Irak. Il raconte tout son parcours dans ce livre, Guerrier de la paix, aux éditions du Rocher. Oui, tout le parcours d'Alexandre Goudarzi, effectivement, sa jeunesse, son engagement dans la foi, son engagement dans les combats et dans son engagement à SOS Chrétiens d'Orient. Et nous arrivons à cette période, ces 2 mois et plus de 2 mois, où vous avez été pris en otage, c'était en Irak. Je voudrais que vous racontiez surtout ce que vous racontez très bien là, cette sensation qu'on a quand on arrête votre voiture. Vous étiez avec 2 autres Français et un guide. Et qu'est-ce qu'on ressent? C'est-à-dire que toutes les options sont là, y compris les pires. Ben oui, effectivement, c'est une sensation de vide atroce, de vertige. On devient même sourd. Tout s'arrête en fait, même si on comprend pas tout de suite en fait ce qui est en train de se passer, un contrôle musclé, une erreur, on sait pas trop.
C'est à Bagdad, on est au cœur de Bagdad, en plus dans des zones tranquilles en fait, on n'est pas dans des banlieues chaudes ou quoi. Et 20 janvier 2020. 20 janvier 2020, voilà. Ouais. Donc on se pose 1000 questions en fait, à qui est-ce qu'on a affaire ? Est-ce que c'est à l'État islamique ? Si ce sont des chiites, à quelle milice est-ce qu'elle appartient ? Le chef de ces milices-là, Qassem Soleimani, et son lieutenant irakien, donc Qassem Soleimani qui est iranien, et son lieutenant irakien, Abu Mehdi al-Mohandes, ont été tués par une attaque de drone de la part des États-Unis 17 jours avant, le 3 janvier 2020. Ouais. Donc dans cette confusion en fait générale, un chaos dans le chaos, à qui avons-nous affaire ? À qui est-ce qu'ils obéissent ? Est-ce qu'ils obéissent à eux-mêmes ? Ce sont des opportunistes ? Vont-ils nous revendre au plus offrant ? Même à Daesh, leur pire ennemi ? On ne sait pas. Et toutes ces questions, on se les pose et c'est une vraie torture. Et ça a duré donc un peu plus de 2 mois, c'est bien ça ? Ça a duré 66 jours, exactement. 66 jours, c'est ça. Vous avez été libéré le 26 mars 2020. Et comment ça s'est passé ? Enfin, ça vous n'avez pas été, du point de vue physiquement, vous n'avez pas été maltraité, ça s'est plutôt bien passé ? Alors, c'était pas la joie, mais c'est clair qu'on n'était pas, on n'était pas battu ou torturé, on n'a pas vécu de sévices. En revanche, on a été très éprouvé sur le plan humain, psychologique. On a eu faim, hein, c'est arrivé qu'on ait faim. Moi, j'avais perdu 15 kilos à l'issue de tout ça. C'est de l'intimidation, c'est des mises en scène un petit peu étranges. Quand vous avez tout le temps de la lumière et que vous pouvez pas dormir à raison d'à peu près 1 heure par jour pendant plus de 2 mois et que subitement la lumière se coupe et puis que vous entendez les types recharger leurs armes de derrière la porte et qui vous disent d'un ton inquiétant taisez-vous un par un en silence, vous nous suivez derrière le bâtiment et que vous disparaissez à la suite de vos camarades, vous dites ça y est, c'est le moment de mon exécution. Et puis les tirs tout autour du lieu dans lequel on était, on vous a beaucoup baladé. À 4 reprises, chaque fois quasiment, 3 fois sur 4, on nous a dit qu'on était libre en fait. Et on nous faisait croire qu'on était libre et puis on nous ficelait, on nous mettait dans le véhicule et puis on faisait de la route et en fait on nous changeait d'un endroit à un autre. Et en fait il y a un ascenseur émotionnel intense parce qu'à chaque fois, ils peuvent être sympas avec vous, plaisanter, et puis la minute d'après, ils vous mettent un coup de pression, et puis, comme je vous ai dit, simuler cette exécution. Une autre fois, on a entendu des gens se faire torturer et certainement rendre leur dernier souffle juste au-dessus de nous. Enfin bref, et puis toujours un endroit plus glauque que le précédent, puis le Coran à fond, depuis un poste, chanté, du matin au soir, du soir au matin. Voilà, c'est le quotidien, en fait. Et puis pas de place pour penser, parce que ça, c'est ce qu'il y a de l'extérieur, mais intérieurement, c'est quelque chose qui vont... Le temps de penser. Enfin, non, c'est ça. Ou alors, paradoxalement, parfois, en fait, trop le temps, en fait. C'est-à-dire que c'est tellement vide, pas d'échappatoire, pas de distraction possible. Donc, vous êtes sans arrêt, en fait, persécuté, traqué par vos démons et puis par l'angoisse de qu'est-ce qui va se passer. Oui, tout peut arriver. Est-ce qu'on va rentrer dans une escalade dans les tensions entre l'Iran et les États-Unis en Irak ? On entendait des avions qui passaient. On s'est dit peut-être il y a une guerre qui a été déclarée. On ne sait pas. La radio, absolument pas. On n'avait rien du tout. Non. Vous n'avez rien. Non, absolument pas. Zéro information. Est-ce que vos geôliers, discutaient avec vous, discutaient ou pas ? Ça arrivait qu'il y en a qui soient plus proches, qui soient humains. Et comme je le dis dans mon livre Guerriers de la paix, on sait jamais trop si c'est du vice, si c'est pour participer à cette espèce de chaud-froid, on ne sait pas. Mais sinon, certains assez distants et d'autres un peu plus durs dans leur manière de nous aborder, mais pas de discussion poussée. Mais ça arrivait, qui demandaient comment ça va, etc. Voilà. Oui, et puis cette angoisse totale. Tout peut arriver. Tout peut arriver. Et puis c'est pas parce qu'ils sont gentils avec vous qu'ils peuvent pas vous mettre une balle dans la tête dans la minute d'après. Et alors, il y a eu quelque chose d'extraordinaire, et vous le racontez dans votre livre, et c'est un chapitre. Vous avez été sauvé par le Covid. C'est exactement le terme, c'est un vrai miracle. Alors je sais que je ne fais pas les louanges de cette maladie, de cette pandémie qui affecte vraiment tout le monde, et on sait que ça peut être douloureux pour chacun des cas, la manière dont les gens peuvent le vivre pour plein de raisons. Mais pour nous, ça a été salvateur, c'est clair. D'un seul coup, en fait, potentiellement, on ne valait plus rien. La valeur, on est comme une espèce la monnaie d'échange. C'est ça, c'est la monnaie d'échange. Peu importe l'objet de l'échange. Il voulait du fric. Il voulait du fric, ou il voulait des armes, ou il voulait des positions, ou il voulait, je sais pas, un accord, peu importe. Mais d'un seul coup, en fait, potentiellement, on pouvait ne valoir plus rien, quoi. Et puis je pense que s'il rendait 4 cadavres à la place de 4 types, même pas forcément bien portants, mais au terme d'1 année ou 2 années de séquestration, parce que généralement, une prise d'otage, c'est le temps que ça dure. Donc là, d'un seul coup, il y a un truc qui change complètement la donne, qui met le monde à genoux, une situation apocalyptique. Votre prix d'échange avait baissé drastiquement. Comment vous l'avez appris ? Comment vous avez su ? En fait, un type rentre,
contre, il a autorité sur tous les types qui nous gardent. Et généralement, quand il parle pas pour rien. Donc, on est très à l'écoute de ce qu'il va nous dire. Et lui, il nous dit quelque chose comme, voilà, il nous parle de ce virus, il nous parle de ses conséquences dans le monde, on le croit pas. Vous n'aviez jamais entendu parler? Non, jamais. Puis on nous raconte tellement n'importe quoi, comme je vous ai dit, à chaque fois qu'on nous a changé d'un endroit à un autre, on nous a menti. Donc là, quand il parle de ça, on croit pas. Et en fait, ils nous mettent la télé. Et là, ils nous mettent la BBC. Pour la première fois. Pour la première fois. Et là, on voit les capitales européennes, Rome, Berlin, Paris, même le monde asiatique est vide. Voilà, vide. On voit des images des hôpitaux, des gens qui sont sous perf. On voit quelque chose d'angoissant, de dingue. En fait, on croit à un mauvais scénario, un mauvais film, en fait. Et puis voilà, on voit le décompte des morts, le nombre de personnes atteintes, le nombre de personnes décédées dues au virus. Donc, on hallucine sérieusement, en fait. Et il vous dit quoi à ce moment-là? Il nous dit, voilà, après il passe un peu à l'étape d'après, il nous dit, voilà, le monde est à la guerre. Eux, ils exagèrent les chiffres, ils nous parlent de 50 millions de morts, etc. Puis ils nous donnent un message, ils nous disent, voilà, on veut plus voir de Français dans le pays. Si on envoie, on les exécute sans discuter. Ils ne bénéficieront pas du même traitement de faveur que vous. Vous allez demander à la France de cesser son soutien à Daesh. Bon, Daesh, c'est un fourre-tout, hein, c'est une manière de dire d'arrêter d'aimer l'auberge espagnole. Enfin, tout le monde. Ouais, voilà, c'est ça. D'arrêter de se donner un soutien aux ennemis de l'Iran dans la région ou aux barbus en général, quoi. Donc voilà. Et puis ça va très vite, en fait. Enfin, ça prend son temps, mais d'étape en étape, on se retrouve finalement devant l'ambassade de France. Voilà. On nous laisse dans une rue, les types nous guettent du coin de l'œil depuis leur véhicule, et puis on s'éloigne, on est en claquette, survette, limite, et puis on a peur en fait de se refaire enlever à nouveau. Et puis on sait pas, enfin voilà. Mais voilà. Puis après vous êtes très vite rapatrié. Très vite rapatrié. On est venu, voilà, on nous a mis dans un transal en fait qui est venu nous chercher, voilà, sur le tarmac irakien. Puis très rapidement on était comme à la maison parce qu'ils nous ont accueillis avec une belle nappe à carreaux rouge et blanche, avec du camembert, du pinard et de la danette. Donc c'est vraiment pas chouette. mal ça. C'est vraiment C'était super. pas mal. Et dites-moi. Comment, je veux dire, je n'allais pas vous poser la question, votre foi vous a-t-elle aidé? Comment votre foi vraiment vous a aidé? Si elle vous a aidé? Ah ouais, nous a vraiment aidé. C'est indiscutable. Je pense que elle a été travaillée. C'est jamais quelque chose d'acquis. Hein. On est parfois bien ingrat envers le Seigneur. Hein. Moi, je parle vraiment comme quelqu'un de convaincu. Ouais. Mais voilà, mais si on n'avait pas eu ça, si on l'avait pas eu avec nous, et puis ça ne s'invente pas. C'est-à-dire qu'il y a eu le silence de Dieu, mais il y a eu aussi des grands moments de réconfort. Et s'il n'y avait pas eu ça, on serait devenu dingue. Ouais. Ouais, c'est fou. C'est-à-dire ça, c'est l'éternelle discussion entre les non-croyants et les incroyants. Bien sûr. Puis des fois, on dit Dieu a décroché son téléphone, il est plus là, le temps presse, où il est, quoi. Non, mais oui, sûrement. Mais voilà, ça a duré 66 jours. On n'a jamais su, nous, quand on nous a jetés au cachot, que ça durerait 66 jours. On nous a accusés de tout. D'espionnage, de on vous a accusé. On nous a accusés. Au bout de 48 heures, ils nous avaient dit ça. Donc on se dit, bon, où c'est la pendaison, où c'est 30 ans d'enfermement, on ne sait pas. Et même si vous regardez tous les témoignages de prise d'otage ou autre, c'est 1 an, 2 ans. C'est ce que les services compétents avaient dit à ma famille. Ne vous attendez pas à revoir votre fils, votre mari, avant 1 an et demi. C'est le temps que ça dure. 66 jours. Même les services qui sont à l'origine des négociations, etc., ils ont halluciné. Ils ont dit, ça tient du miracle. Et là, on a affaire à des pragmatiques, pas à des gens illuminés. Alors, je vais vous dire, les croyants vous diront grâce à Dieu, et les athées vous diront grâce au Covid. Oui, ou grâce à Dieu dans le Covid. Parce que Dieu permet. Dieu ne veut pas forcément ça, mais il permet. Voilà. Non, mais c'est-à-dire c'est passionnant de lire cela et de lire en fait, c'est toujours pareil. Hein, quand on parle des réalités, ceux qui les ont vécues en parlent beaucoup mieux que ceux qui les voient à 10 000 km de là. Allez, en tout cas, croyants ou non croyants, vous pouvez réagir au 0826 300 300. Notre invité Alexandre Goudarzi reste avec nous et continue de nous parler justement de son parcours incroyable, ex-otage quand même en Irak, et puis engagé auprès des chrétiens d'Orient. Et puis vous tous aussi, vous pouvez réagir à cette proposition de dissolution de l'UNEF et puis ces réunions où les Blancs ne sont pas admis. Et puis aux propos de Bernard Cron que nous avons reçu tout à l'heure, qui nous a rappelé tout de même que 7000 lits ont encore été supprimés depuis le 2019. Vous réagissez à tout ça? 0826 300 300. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Eh bien, le témoignage d'Alexandre Goudarzi vous fait réagir et vous êtes nombreux à avoir composé le 0826 300 300 pour lui poser des questions maintenant. On va donner la parole à Marie qui nous appelle de Lourdes. Bon, bonjour Marie. Oui, bonjour Marie. Bonjour André Berkov et bonjour à votre invité, Monsieur Goudarzi. Bonjour. Vous avez dressé un constat terriblement réel de la Syrie.
Moi, je suis syrienne, mais qui vit depuis plus que 30 ans en France. Oui. Je suis chrétienne d'Orient. J'ai 2 questions à vous poser, s'il vous plaît. La première question, c'est la part de la responsabilité du régime Assad dans l'islamisation de la révolution, tout en sachant que la répression des manifestations au début de la révolution. Oui. Deuxièmement, 2-3 mois après le début, ça veut dire en avril 2011, il a lâché les islamistes qui étaient dans les prisons. Et chacun a fait une milice, dont Zahran Allouch, qui a fait Jaish al-Islam, l'armée de l'islam. Ça, c'est ma première question. La deuxième question, d'expliquer aux téléspectateurs, parce que moi je le sais, c'est quoi César? C'est contre qui et pourquoi César? Et c'est quoi les 11 000 clichés des 5 000 Syriens, dont des enfants, tués dans les prisons de Assad? En vous remerciant. Alors, effectivement, 2 questions qui sont posées. Effectivement, la stratégie de Bachar el-Assad, qui au départ, c'est vrai, a réprimé très fortement. Et puis, le côté, c'est vrai, quand vous dites, ça a provoqué effectivement les islamistes qui ont phagocyté. Mais c'est vrai qu'il a lâché les islamistes au départ, qui étaient dans les prisons. Bien sûr. Alexandre Goudarzi. Ahla ou sahla, madame. Merci pour vos questions. Donc, pour répondre à tout cela, en fait, je pense qu'effectivement, il y a déjà un conflit qu'on voit poindre dès 2011 avec la nature, en fait, que prend la révolution. Mais on peut même remonter avant, on peut remonter déjà aux années 80, au massacre quand on parle de massacre de Hama, donc en 82, quand les frères musulmans sont sévèrement réprimés. Hafez el-Assad qui avait voilà, massacré, faut bien dire. Oui. Alors après, selon la DEA, etc., on parle de 2500 morts. Dans certains autres médias, c'est plus une fourchette, là, c'est carrément un râteau. On parle de 30 000 personnes qui ont été assassinées. Voilà, c'était un conflit qui sévissait déjà depuis les années 70, c'était de 76 à 82, et on a entendu parler qu'à partir du moment où il y a eu un terme avec la répression de Hafez al-Assad. En fait, ce qui a suivi tout cela, c'est les compromis aussi qui ont été pris par le parti Baas avec ses frères musulmans. Ces frères musulmans qui ne lâchent rien, en fait, qui sont prêts qui n'ont aucun problème, en fait, à grignoter toujours plus de terrain face à ce qui incarne le nationalisme arabe, que ce soit la Tunisie de Bourguiba et ses succès. Les nationalistes arabes laïcs. Tous les nationalistes arabes, en fait, on voit que l'islam politique n'a jamais, en fait, lâché et qu'ils ont tout fait, en fait, pour à un moment donné prendre le pouvoir. Donc, il y a eu des compromis déjà, en fait, à l'époque avec Hafez al-Assad. Il a construit plus de mosquées dans la Syrie qu'il n'y avait jamais eu en 1400 ans de califat. C'est quand même quelque chose qu'il faut souligner, que c'est de ces mêmes mosquées que les anti-alaouites et les anti-chrétiens sont sortis. Il a fait ouvrir des salles de prière dans des institutions du parti Baas. Enfin voilà, ça c'est une réalité. Et après, effectivement, je le dis peut-être avec cynisme, faut pas mal le prendre, mais je pense que quand un pouvoir en place bien enraciné, parce qu'on peut parler quasiment d'une dynastie, eh bien, à un moment donné, on a intérêt soi-même à phagocyter l'opposition en place, à la discréditer. Et effectivement, comme dans bien des pays, comme dans bien des situations, on a pu le voir aussi à moindre mesure avec nos gilets jaunes, où il y avait peut-être des types un peu louches dans les rangs d'en face à jeter du pavé. Bon, bah là, on ouvre des prisons. Effectivement, c'est vrai, il y a eu quand même plusieurs centaines d'islamistes qui ont été libérés. Et c'était une manière de dire, voilà, en gros, il y a cette autorité forte, il y a cette dictature en place. Et ça faisait longtemps, en fait, qu'on agitait l'épouvantail islamiste pour donner du crédit au pouvoir en place. Puisqu'ils réclamaient... Oui, bien sûr, puis comme les gens réclamaient à corps et à cri plus de liberté, alors et la libération en fait de beaucoup de prisonniers, eh bien il a ouvert les prisons à des islamistes, un petit peu pour leur donner raison. Puis c'est une manière évidemment de manipuler le... C'est cynique et manipulateur. C'est vrai que ça, hélas, ça se fait... également... Ça a servi beaucoup de monde, monsieur. Et également d'opposants kurdes. Ça a servi après les Russes. N'oubliez pas qu'il y a aussi le projet iranien de cette ligne de Téhéran, l'Irak, la Syrie. Mais vous avez raison, madame. Ça
à fait. Vous avez raison, mais pardon, excusez-moi de vous couper, mais vous avez raison concernant l'Iran. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Après, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'Iran a besoin de la stabilité en Syrie. C'est absolument pas dans son intérêt d'avoir une Syrie instable. Il y a une minorité chiite qui est de l'ordre de 1,5%. C'est pas comme l'Irak où ils sont plus de 60%, où il y avait un intérêt pour l'Iran d'avoir le chaos. La Syrie, pour l'Iran, la Syrie se doit d'être stable parce que c'est ce qui lui permet d'atteindre Beyrouth et une espèce de tremplin sur la Méditerranée. C'est ça depuis la révolution islamique et son instauration en 79. Il y a... On va pas parler trop longtemps de la géopolitique, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, mais on sait très très bien que les grandes puissances et l'axe égypto-saoudo-israélien et l'axe russo-iranien se tapent sur quoi? Sur le dos de ces pays-là, qui malheureusement ne sont pas sortis du bourbier, hélas. Clémence. Oui, on refait un petit tour du côté du standard. On donne la parole à Nicole qui nous appelle des Hauts-de-Seine. Bonjour Nicole. Bonjour Nicole. Oui, bonjour. Bien, écoutez, merci d'abord à votre émission, André Berkoff, j'en écoute et on t'aime beaucoup. J'écoute votre invité et je suis, comment vous dire, c'est pas tout à fait le sujet parce que ce sont les chrétiens d'Orient qui est un sujet très grave et on en est conscient. Mais j'ai lu hier en bandeau, en dessous, la radio, c'était CNews, oui. Un bandeau disant que les cultes seraient fermés pour le jour de Pâques. Donc, du coup, j'ai réagi, mais alors vraiment hier soir déjà. Oui. J'aurais pu appeler ma paroisse, évidemment, je n'ai pas eu le temps encore ce matin, mais en vous entendant, je me suis dit, mais quel paradoxe entre on tue, on massacre les chrétiens par le monde, et en France, ce Covid, est-ce que ce serait pas une excuse, l'ennemi utile pour fermer les cultes, alors que je pense que le jour de Pâques pour les chrétiens, c'est comme Noël, c'est une fête extrêmement importante. Donc ma question elle est là, je ne comprends pas. Je suis stupéfaite de ce que j'ai lu hier soir. Voilà. Alors je vais vous dire, Nicole, vous avez tout à fait... je comprends votre incompréhension, mais je vais vous dire, c'est valable, hélas, pas seulement pour les lieux de culte, mais pour d'autres lieux qui pourraient parfaitement être ouverts, faut le dire, parce que beaucoup de médecins le disent. Il y aurait pourquoi on n'ouvre pas les terrasses des restaurants, pourquoi on n'ouvre pas un certain nombre de lieux, évidemment pour le culte et pour les croyants, quels qu'ils soient, de quelque religion ou de quelque culte qu'ils soient, mais on ne comprend pas qu'en observant effectivement les gestes barrières et en faisant attention, il n'y a aucune raison de ne pas le faire. Mais comme vous le savez, on a raconté beaucoup de choses et le contraire depuis un an dans cette épidémie. On a, rappelez-vous, on disait surtout restez chez vous et confinez-vous. Maintenant, on vous dit attention, surtout personne chez vous et sortez et baladez-vous au grand air. Donc, les contradictions ne sont pas seulement d'ordre religieux, elles sont d'ordre effectivement général et tiennent à la gestion que je ne qualifierai pas ici, pour être poli, de ce Covid-19. Et on espère effectivement que ce soit les lieux de culte ou d'autres lieux. On espère quand même qu'ils ouvre un certain nombre de choses, et on sait très bien, et tous les médecins qu'on le reçoit le disent, on peut, en faisant attention, ouvrir beaucoup plus de choses qu'on ouvre aujourd'hui. Et on sait très bien où sont les clusters, on sait très bien où l'on se contamine, on sait très bien que c'est à l'intérieur, dans des dîners de famille, ou dans les... Donc on le sait ça. Donc pourquoi ne pas faire comprendre, et pourquoi ne pas respecter les gens en leur disant, en faisant de l'accordéon, une fois enfermé, une fois ouvert, et de faire ce stop and go qui ne convient à personne. Mais peut-être juste pour répondre aussi à Nicole, je ne sais pas ce que vous avez vu hier sur cette télévision, mais en tout cas Jean Castex a bien annoncé qu'il n'y aurait pas de chasse aux œufs, mais que les offices religieux, eux, avec jauge en tout cas, seront maintenus. Donc les offices religieux sont maintenus. Ah bon, alors donc... Voilà. C'est la chasse aux œufs qui est interdite. Voilà. Ah non, là c'était vraiment culte. Hein. Alors c'était peut-être un point d'interrogation que vous avez lu en bandeau. Je pense qu'effectivement... Seront fermés, j'ai bien vu. Oui. J'ai bien lu. C'est pas ce qu'a annoncé Jean Castex. Oui, mais vous savez... mais les sous-titres ne sont pas toujours vrais et ne sont pas toujours confirmés. D'accord, ok. Voilà. En tout cas, vous continuez de nous appeler tous au 0826 300 300 et de poser des questions comme Nicole. On vous attend à tout de suite. Sud Radio Berkoff dans tous ses états.
Et de retour à Sud Radio avec André Berkoff et son invité Alexandre Goudarzi. Je rappelle le titre de son livre Guerrier de la paix aux éditions du Rocher, le témoignage unique d'un ex-otage engagé auprès des chrétiens d'Orient. On retourne aussi au standard avec vous, 0826 300 300. Un petit tour au Val-de-Marne avec Julien. Bonjour Julien. Oui, bonjour Julien. Bonjour André Berkoff, bonjour Clémence, et puis bonjour à votre invité qui peut, on peut le dire, est très courageux. Bonjour. Je voulais revenir effectivement sur le témoignage du docteur Cron en milieu d'émission. Oui. Là, il y a vraiment de quoi, très honnêtement, être dans tous ces états, c'est le cas de le dire, et d'avoir une colère noire. Moi, je vous livre mon témoignage tout récent. J'ai demandé tout récemment pour revenir sur le Covid et les traitements, même si il n'y a pas que ce sujet, mais effectivement, il m'a interpellé. Allons-y, c'est au contraire, il faut en parler. Voilà. Moi, je me suis vu en téléconsultation, sans nommer le nom du service, me voir refuser une prescription d'ivermectine à titre prophylactique. Donc oui, tout à fait. Absolument. Vous avez demandé ça à qui? C'est un service de télémédecine. Alors, il y en a plein, peu importe lequel, mais voilà. Peu importe, d'accord. Donc je trouve ça vraiment hallucinant, d'autant qu'on apprend... Et vous en refusez pourquoi? En disant que c'était interdit ou quoi? Pour quelle raison ils vous l'ont refusé? En me disant, je peux vous lire la réponse. La réponse a été tout simplement... alors attendez, je le retrouve. Non, mais dites-le-moi. Ça ne fait pas partie des directives sanitaires. Et donc, nous ne prescrivons pas d'ivermectine dans la prise en charge du Covid-19. D'accord. Voilà. Donc, voilà, c'est très clair. On refuse de soigner. Je trouve ça quand même assez ahurissant. Surtout que si on se renseigne un petit peu, des études sortent de plus en plus. On apprend que, et c'est pour revenir à la colère noire de ce médecin, si on veut, si on veut vraiment en finir avec cette épidémie, on a l'impression vraiment que ce gouvernement n'a pas vraiment envie d'en sortir. On peut diviser le nombre de morts par 4. On peut désaturer les services de réanimation. On avait reçu avant-hier le docteur Maudru qui nous a parlé de cela, notamment avant-hier. Absolument. Bon, maintenant, effectivement, l'ivermectine et d'autres, vous savez très bien, d'autres antibiotiques et d'autres ont été effectivement déconseillés, sinon interdits. Mais le problème, est-ce que vous avez essayé de savoir si pouvez-vous vous procurer de l'ivermectine auprès de... C'est sous ordonnance, donc là j'irai voir ma médecin, elle me le prescrira sans problème. Voilà. Mais il faut quand même dire une chose qui est absolument en fait capitale dans ce dossier. Je pense que si on ne comprend pas ça, on ne comprend pas le nœud de tout ce qu'on vit depuis un an. C'est-à-dire qu'en fait... et ça, tout ce que je dis est factuel, on peut le rechercher sur Internet. Allez-y. Les vaccins sont expérimentaux, ils sont toujours en phase 3. Et en fait, il y a la Food Drug Administration et l'Agence européenne du médicament n'ont toujours pas donné de licence pleine à Pfizer et à Moderna, mais des autorisations dites d'urgence. C'est-à-dire qu'en fait, ces autorisations sont données parce que sous prétexte qu'il n'y a pas de traitement. Donc, si aujourd'hui les gouvernements reconnaissent qu'il y a un traitement, en réalité, les vaccins ne seraient plus autorisés sur le marché. Ouais. Alors, si vous voyez non, tout à fait, Julien. Mais attention. Il y a une nuance importante qu'il faut apporter aussi. Il n'y a pas de traitement. C'est-à-dire, il y a un traitement. En tout cas, il y aurait. Moi, je ne suis pas médecin, donc je ne vais pas me prononcer. Il y aurait un traitement si vous prenez ça à titre précoce. Même Raoult et les promoteurs de l'hydroxychloroquine, de l'azithromycine et de l'ivermectine disent, en tout cas beaucoup. On a suivi ça. Si vous prenez, évidemment, vous êtes à un stade avancé, c'est beaucoup. Voyez, voilà. Donc il faut faire attention sur quoi on parle. C'est-à-dire traitement, oui, mais traitement, je veux dire, au stade précoce, oui. Au début. Traitement au plus tard, attention. Mais c'est ça là-dessus. C'est-à-dire qu'en fait, et François le révélait récemment dans un article en disant effectivement, on comprend pas pourquoi il y a cette cabale. En fait, moi j'appelle ça une cabale, clairement. Oui, je comprends. On peut pas parler d'autre chose. Et en réalité, on comprend mieux quand on regarde dans le détail de leur article tout récent. On voit que les dates d'achèvement des études pour Pfizer, c'est fin 2021 ou 22. Moderna la même chose, AstraZeneca pareil, et Johnson & Johnson 2022 ou 2023. On est sur les mêmes dates. Donc en fait, ce que je trouve assez dingue, c'est que si on voulait sortir de cette situation et s'en sortir, on pourrait aujourd'hui le faire, mais il y a une telle pression, je pense, de la part de toute l'industrie pharmaceutique sur nos politiques, que ça devient finalement sans fin. C'est au centre de la polémique d'aujourd'hui, effectivement, ça oppose énormément de gens et sur lequel on ne va pas trancher, mais vous avez raison de poser le problème. Simplement, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on verra, je vais vous dire, le juge de paix, il va être dans quelques mois. Il y a quand même
aujourd'hui plus de 50 millions de personnes à travers le monde qui ont pris des vaccins. Quand je dis 50, ils sont pas 100 millions aujourd'hui. Donc, on verra dans les mois qui viennent si effectivement il y a de vrais clusters ou pas, parce que les chiffres là-dessus, c'est extrêmement... pour le moment, je ne me fie à aucun des chiffres. Mais vous avez raison. Mais vous ça. voulez que je vous dise pour terminer, c'est le problème, c'est que je pense que ça se trouve, on va vivre avec ça pendant plusieurs années, que les vaccins, on va nous faire le coup dans 6 mois, faut recommencer, parce qu'en réalité, ces vaccins à ARN messager ne protègent pas bien des variants. Et donc tout le problème, voilà, c'est ce qui se dit aujourd'hui en off, vous le savez André, certainement. Oui, non mais je vais vous dire, on sait, mais ce qu'on ne sait pas franchement, c'est l'histoire des variants, elle est devenue, vous savez, l'histoire des variants, ce que me disait même Raoult, il disait mais un virus c'est vivant, et les virus de la grippe, ils varient tout le temps. C'est-à-dire c'est pas nouveau l'histoire, vous voyez, c'est vrai pour la grippe, c'est vrai pour le Covid. Non, qu'il y ait des intérêts énormes, mais comme c'est la première fois, encore une fois, qu'on a en temps moderne une épidémie, je dirais pas une pandémie, parce que le nombre des morts ne mérite pas une pandémie, mais au niveau mondial, évidemment, ça crée l'émotion, les frayeurs que l'on sait, mais vous avez raison, en tout cas le problème est posé, et nous continuerons à le poser. Clémence. Oui, nous allons plutôt à La Rochelle, tiens, on donne la parole à Alain. Bonjour Alain. Oui, bonjour Alain. Oui, bonjour à tous, bonjour à votre invité. Je fais 2 petits sujets, mais très rapides. Je terminerai par l'UNEF, mais je fais juste une petite parenthèse sur Assad, parce que vous en avez beaucoup parlé. Donc je ne veux pas officiellement prendre sa défense. Et avant de trop le charger, si vous voulez, je voudrais juste rappeler qu'au début des événements, il y avait une vidéo qui circulait sur Internet, et c'était le témoignage de Roland Dumas, l'ancien ministre de la Justice de Mitterrand. Des Affaires étrangères, oui. Voilà, des Affaires étrangères, pardon. Et puis ancien président du Conseil constitutionnel, et il expliquait qu'en fait, quasiment 1 an avant le début des événements, il avait été approché dans une soirée par des diplomates américains et anglais qui lui avaient demandé si, au cas où il y aurait des événements en Syrie, il les soutiendrait. Et ça, c'est une vidéo, j'ai regardé plusieurs fois, donc peut-être, je pense qu'elle a disparu maintenant, hein, ça fait quand même longtemps. Non, mais je l'ai vu aussi. Ça veut dire qu'en fait, les Américains qui sont quand même, pardonnez-moi l'expression, mais spécialistes du bordel au Moyen-Orient, hein, de mettre vraiment le Moyen-Orient à feu et à sang là-bas, en fait, ils savaient déjà qu'en fait, il allait se passer ce qui s'est passé. Voilà, je voulais juste préciser ça, parce qu'en fait, il n'y a pas que Assad dans l'histoire, mais eux derrière, comme en Irak, hein, d'ailleurs. Pour ce qui est de l'UNEF, c'est amusant, moi je suis très surpris, parce que ça fait des années que ça existe, ça. Je le sais depuis des années, moi, qui font des réunions comme ça, des séminaires l'été, où en fait, ils lavent le cerveau d'un certain nombre d'étudiants qui viennent ici. Mais des séminaires d'été, attendez, quand vous dites depuis des années, des séminaires d'été interdits aux Blancs, par exemple ? C'est ça, oui. Moi, je le sais depuis des années. Je l'avais lu sur des témoignages parallèles sur Internet, effectivement, où un certain nombre de gens étaient déjà au courant. Mais en fait, dans ces réunions-là, il lave le cerveau en fait de gens qui cherchent finalement. Qui sont un peu perdus, et puis il leur donne il les victimise en fait, hein, et puis les gens sont complètement paumés par rapport à ça. Il les persuade qu'en fait ce sont des victimes. C'est pas difficile, on peut le faire avec n'importe qui. C'est pas nouveau surtout, hein. Voilà, tout à fait. Sauf que là, c'est comme vous l'avez dit vous-même, c'est l'apartheid à l'envers. Donc pour moi, ce sont des événements extrêmement graves. Et en fait, c'est pas la dissolution, moi, qui m'intéresse de l'UNEF. C'est la punition des gens qui sont à l'origine de ça. C'est-à-dire la sanction, je suis d'accord. Ah, mais complètement. Puis il faut tuer dans l'œuf ce genre d'initiative et montrer aux gens que si jamais il y en a qui renouvellent ce genre d'expérience, ça va leur faire très mal. Donc il faut qu'elle soit punie, mais vraiment punie. Et puis les gens qui sont autour d'elle, c'est la seule solution. C'est pas la dissolution. Ils vont se reformer ailleurs, ils vont continuer ailleurs à faire ça. Donc en fait, il faut les punir. Eh bien, écoutez, on verra ce que feront l'intérieur et la justice. Hein. On va voir ça. Rien comme d'habitude. Écoutez, merci en tout cas, mais on va suivre ça, je vous promets. Et vous continuez tous de réagir comme Michel, merci. Vous nous appelez au 08 126 300 300, on se retrouve dans quelques instants. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et vous continuez de réagir sur tous les sujets que nous avons abordés aujourd'hui, et notamment celui de l'UNEF. On donne tout de suite la parole à Renaud qui nous appelle de Seine-Saint-Denis. Bonjour Renaud. Oui, bonjour Renaud.
Bonjour Clémence, bonjour André et bonjour à votre invité qui est tout à fait excellent et qui traite d'un sujet d'une grande complexité et un sujet extrêmement important qui est celui du Moyen-Orient et du sort des minorités chrétiennes. Pour revenir sur le sujet de l'UNEF, eh bien écoutez, moi j'ai repensé à Bernard de Clairvaux qui disait il y a fort longtemps, au XIIe siècle, que l'enfer était plein de bonnes intentions. Et il faut constater quand même que Madame Luce n'en manque pas, en tout cas, de bonnes intentions. Ouais. Ses propos et ses positions sont vraiment d'une remarquable modernité, et elles sont le témoignage de notre époque. C'est-à-dire que, eh bien, on est en plein changement de société. Ce changement de société qui a été entamé voilà plus de 50 ans est en train de s'accomplir pleinement. Donc nous vivons dans une société française qui est devenue multiculturelle, multiculturaliste. C'est une société des individus où l'indignation, l'émotion et la morale font lieu d'arguments intellectuels, rationnels, et donc ont remplacé la rhétorique et le débat d'idées. Donc nous sommes aujourd'hui dans une société de droit, une société de revendications sectorielles qui vont rendre de plus en plus difficile l'exercice de la politique dans le sens réel et noble du terme. Donc il va être vraiment de plus en plus compliqué de faire nation dans une société qui est devenue une société des individus, puisque le syndicat UNEF travaille sur, non pas le social, mais sur le sociétal, avec tout ce que ça implique en termes de segmentation. J'ai une petite pensée pour l'excellent et le grand Joseph Rovan, qui fut un grand historien, un grand journaliste et surtout un grand résistant, qui fut allemand, qui fut déporté à Dachau et qui ensuite avait pris... à la fin de la guerre, il avait pris la nationalité française. Il avait essayé ensuite de travailler sur une forme de réconciliation entre les Français et les Allemands, sur une base réaliste. Voilà, on n'est pas dans l'utopie. Et il avait une phrase magnifique, il disait, moi je trouve cette citation absolument formidable, il disait « Nous aurons l'Allemagne que nous méritons ». Voilà. Il voulait travailler sur la réconciliation. Là, j'ai envie de dire, vu l'état du pays, j'ai juste envie de dire « Nous avons la France que nous méritons ». Alors justement, parce que vous parlez aussi beaucoup de la France, Alexandre Gaudarzi, le Français que vous êtes, je voudrais savoir ce qu'il pense, et sans langue de bois, mais vous n'en avez pas, de la situation de la France aujourd'hui, de l'état de la France. Vous, revenant de Syrie, revenant de 5 ans, revenant du Moyen-Orient, etc., et vous vivez en France, enfin vous le connaissez bien sûr, eh bien, qu'est-ce que vous en pensez par rapport à ce que vient de dire effectivement Renaud, avec pas mal de justesse, je trouve? Moi, je reproche toujours effectivement à la France de se cacher derrière son petit doigt sur pas mal de sujets, qu'on est assez... je sais pas, je pense qu'on a perdu toute combativité, toute forme de courage sur bien des domaines. Et voilà, c'est clair que c'est quelque chose, moi, qui me répugne, qui me révolte. Voilà, je suis quelqu'un, je pense, d'entier. Je pense qu'il y en a beaucoup aussi et qui sont peut-être assez frustrés, en fait, de se voir... castré. Ce qui vous répugne, il vous révolte quoi? C'est un sentiment de lâcheté, d'abandon, de déni, de mollesse, enfin tout ça. Ouais, complètement. Ce manque de, le fait de ne pas assumer ses convictions, le fait de ne pas les défendre, le fait de ne peut-être pas, voilà, les mettre quelque part, sa vie au bout de ses idées. Je pense que c'est quelque chose qui me... Enfin, je n'arrive pas à comprendre en fait l'état d'esprit dans lequel on peut se trouver pour capituler en fait sans même se battre. Voilà. Sans combat. Sans combat, sans jamais. Et j'ai vu que dans une interview que vous aviez donnée, vous avez réagi à la personne dont la femme avait été, il faut le dire, massacrée, enfin tuée au Bataclan, et qui a écrit un livre très célébré qui disait « Vous n'aurez pas ma haine ». Ouais, mais je pense qu'en fait, il ne faut pas confondre l'humilité et la lâcheté. Je pense qu'il y en a qui sont humbles de nature, voilà, dans le sens où il n'y a pas l'effort de fait. Enfin, c'est comme ça. Enfin, concernant en fait ce qui s'est passé, il devrait normalement se dégager quelque chose qui nous pousse à être hors de soi, en fait. D'arrêter de se cacher derrière des mots, des grandes phrases. En fait, c'est du délire, c'est nier la réalité. Et ne pas nommer son ennemi, c'est lui donner toutes les possibilités en fait de nous bouffer. Et ça, c'est insupportable. Enfin, on a résisté en 40. On disait quoi? Comment on faisait à cette époque-là? Est-ce qu'on se racontait des salades? Est-ce qu'on essayait de maquiller les termes pour pas les exprimer? Il y a un mal, il y a quelque chose qui nous tue, qui nous méprise, qui nous hait, qui est chez nous, au milieu de nous, qui nous hait pour tout ce qu'on est, et il n'y a pas d'excuse.
Donc à un moment donné, en fait, voilà, moi je veux bien hein, le pardon, la miséricorde, Mais bien vous sûr. n'êtes pas pour tendre l'autre joue. Non, mais en fait, il faut savoir l'attendre, mais il faut savoir aussi mettre des coups de corde comme Jésus au marchand du temple. Voilà. Le temple, c'est notre identité, c'est ce qu'on est, c'est notre pays, c'est notre civilisation, c'est notre histoire, c'est notre culture, c'est notre ADN. Et on n'a pas à le brader, à le fouler aux pieds par des gens en fait qui valent pas la moitié de ça. C'est insupportable en fait. J'adhère pas. Je pense qu'on peut vraiment, le pardon, c'est une logique qui est très humaine, qui est très belle, c'est divin, mais il faut aussi savoir mettre des coups de boule, en fait. Enfin, on peut se demander pardon, on peut se faire des bisous, mais c'est pas sans la justice. Voilà, je pense qu'il doit y avoir, c'est bien l'émotion, mais il doit y avoir la raison. Il y a un équilibre entre les deux. Et puis, il faut savoir ce que Éverné en résistance veut dire. Je rappelle que nos deux hymnes les plus connus de l'histoire de France, c'est la Marseillaise d'un côté, et c'est le chant des partisans. Et si on lit les paroles du chant des partisans et les paroles de la Marseillaise, on ne verra pas que ce ne sont pas les paroles de pacifistes de couchés. Là, c'est ça, exactement. Et nos auditeurs non plus ne sont pas couchés. Ils composent tous le 0826 300 300. On va à Perpignan, on donne la parole à Michel. Bonjour Michel. Oui, bonjour Michel. Bonjour André, bonjour à votre invité. Bonjour. Je voulais réagir au sujet de la gestion du Covid. Oui. Parce que je la vis un peu de par mon métier. Oui. Pardon, votre métier c'est je suis médecin anesthésiste. D'accord. Ouais. Et donc factuellement, le vendredi 12, il me semble, nous avons reçu un message de l'ARS nous demandant de réduire de 40% notre activité chirurgicale. Oui. Le 13, on nous a demandé d'ouvrir 4 lits de soins intensifs Covid. Le dimanche, on a dit qu'il fallait être prêt le lundi, ce qui n'était pas possible. Et le lundi, on nous a annoncé que les Pyrénées-Orientales allaient recevoir 2 patientes Covid dans les 3 semaines. D'accord. Alors, est-ce que vous imaginez qu'on arrête quasiment la moitié de l'activité chirurgicale pour 2 patients? Hallucinant. C'est hallucinant. Vous voulez dire qu'on vous a demandé donc tel jour de dire 40% en moins d'activité réservée, et après on vous a dit dans les 3 semaines vous recevrez 2 patients Covid, c'est ça? Oui, c'est ça. Intéressant, belle gestion, belle gestion. Et je ne peux pas m'empêcher de dire que ce qui se passe dans le ministère de la Santé, il n'y a pas de raison que ça ne se passe pas ailleurs. Et je pense que c'est pour ça que notre pauvre pays se trouve dans des situations qui révoltent votre invité, que je vois parfaitement dans son raisonnement. Oui. Mais juste, vous attribuez ça à quoi? Parce que c'est, alors pour vous, est-ce que c'est l'administration, comme disait Bernard Cron, la bureaucratisation? C'est quoi? C'est une espèce de force d'inertie agissante? C'est quoi? Puisque vous êtes dans la pratique, vous êtes homme de l'art vous-même. Je pense que l'information circule mal dans les deux sens. Je pense que celle qui vient du terrain vers le ministère, elle doit être tronquée pour plaire au ministre. Ouais. Et qu'ensuite, quand quelqu'un prend une décision, dans l'armée, on appelle ça le quart d'heure du caporal. Vous savez, le capitaine dit rendez-vous à 14h, l'adjudant à 13h45 et le caporal à 13h30. Ouais. Et peut-être que quelqu'un a dit qu'il fallait diminuer de 10% et quelqu'un d'autre a décidé que c'était 40. Le message est de la RS régionale. Au doigt mouillé, quoi. Au doigt mouillé. C'est exactement ça. C'est de la gestion au doigt mouillé. Et on a l'impression que ce matin j'ai écouté sur votre radio un auditeur qui disait que le gouvernement a toujours un temps de retard, mais c'est pire que ça. Je pense que c'est une désorganisation permanente. Et qu'il faut parler à la télévision, donc annoncer quelque chose. Et par exemple, il y a 15 jours, le ministre disait on va évacuer des centaines de personnes. Malheureusement, les gens veulent pas évacuer. Avec le TGV et tout ça, l'hélicoptère. Mais tout ça, c'est des images. Et après, ce qui se passe sur le terrain, c'est totalement éloigné de ce que montre la télévision. Oui, bien sûr. Bien sûr, c'est tout le problème de la société du spectacle qui a pris le spectacle a pris la place du réel, quoi. Je ne parle pas pour ni pour vous, ni pour votre émission, ni pour votre radio. Non, je comprends. Mais je crois qu'il y a quand même des médias qui font pas leur métier, quoi. Et qui se contentent de l'écume des choses. Ils ne vont pas creuser ce qui se passe sur le terrain. Non, mais je suis tout à fait d'accord. C'est le journalisme, c'est d'abord le journaliste d'enquête. Et d'enquête sur le terrain. Parce que sinon, c'est trop facile et puis ce n'est pas bon. Merci en tout cas. Je voudrais revenir à... Si on peut lui donner rapidement la parole, Emmanuel qui nous appelle d'Île-et-Cher. Bonjour Emmanuel. Oui, bonjour Emmanuel. Oui. D'abord, je voulais vous remercier pour votre émission parce que
Vous êtes à peu près la seule radio libre de toute la France. Donc c'est pour ça que je voulais répondre à... Non, c'est vrai, les autres sont tous aux ordres, donc c'est un peu difficile de défendre les chrétiens du Moyen-Orient quand il n'y a aucun média pour défendre ces gens-là, quoi. Donc première chose. Et deuxième chose, je voulais vous remercier pour vos interventions, notamment l'intervention de Chantal de Ruder qui explique très bien ce qui se passe à l'UNEF, c'est-à-dire c'est une pénétration idéologique des frères musulmans dans les banlieues pour mettre le chaos en France. C'est ce qui permet à l'État aussi de détruire les hôpitaux publics en faisant peur aux Français. Voilà, donc je vous remercie parce que c'est la fin de la France avec ce qui avait été acquis au niveau du Conseil national de la résistance, la liberté de la presse, la sécu, les retraites, etc. Merci monsieur. Mais écoutez, merci à vous de dire ça, mais j'espère que le pire n'est pas toujours sûr. Et justement, je voudrais retourner à Alexandre Goudarzi parce que il faut ne pas oublier qu'il y a des pays où c'est autre chose et en pire que la situation. Vraiment, c'est au niveau de la survie et de la vie et des dictatures et des oppressions et des persécutions. Nous n'en sommes heureusement pas à ce stade. J'espère qu'on le sera jamais. Mais en revanche, justement, pour se prémunir, Alexandre Goudarzi, et on repart sur la France. Par rapport à l'expérience syrienne et autres du Moyen-Orient, vous dites, faut faire quoi? Pour se prémunir de ce dont sont victimes les chrétiens en Orient, je pense qu'il faut les écouter déjà, il faut leur donner une voix. Je pense que ça fait 1400 ans en fait qu'ils vivent cette cohabitation, ce vivre ensemble. 1400 ans de vivre ensemble avec l'islam et toutes ses variantes et toute sa pluralité. Et je pense qu'ils ont beaucoup à nous apprendre, on les écoute pas. C'est un sujet qu'on a trop longtemps occulté. On a commencé à parler des chrétiens d'Orient. C'est un peu le terme qui est devenu à la mode depuis la position de la France sur le sujet syrien en 2013. Mais ils étaient déjà en train... Ils souffrent et ils se sont persécutés depuis un paquet de temps, surtout dans cette région. Mais dès l'invasion américaine de 2003, ils ont commencé à être persécutés. Nous, on nous parlait des massacres entre chiites et sunnites. Mais chiites et sunnites faisaient payer aux chrétiens l'invasion américaine parce qu'ils considéraient que les chrétiens étaient une espèce de 5e colonne à l'intérieur de l'Irak. Donc ils prenaient une double peine, à la fois l'invasion américaine et à la fois leurs compatriotes qui s'acharnaient sur eux. Donc en réalité, voilà. Quand on est capable justement de voir, enfin de manière générale, quand on parlait tout à l'heure de tous ces nationalismes arabes devant lesquels bombe le torse en fait la secte des frères musulmans, on est en droit de se dire qu'est-ce que notre République démocratique, laxiste, permissive, tolérante, etc. va pouvoir bien faire devant ces gens-là quand ils sont capables de faire trembler des pays comme celui qui est tenu d'une main de fer par Bachar al-Assad. Donc en fait, à un moment donné, il faut être sérieux, il faut écouter ces gens-là, et il faudrait peut-être laisser certains pays, quelque part, j'ai envie de dire, assurer cette sécurité pour le bien de l'Occident. C'est-à-dire qu'il y a des nationalismes arabes, des régimes autoritaires qui se salissent les mains peut-être pour qu'on n'ait pas à le faire. Donc ça, c'était du pragmatisme. Aujourd'hui, on est dans l'idéologie, et ça va nous tuer. On va être rattrapé par le réel, et va nous mettre en croix. Oui, c'est effectivement quelque chose qui est de l'ordre du possible, mais comme vous dites, en fait, on revient toujours à ça. C'est une question de volonté, une question de courage. On revient toujours à ça. Les analyses, on peut les faire et on les fait et on les fera, mais reste le courage de chacun et c'est fondamental. Merci beaucoup en tout cas Alexandre Goudarzi. Je rappelle le titre de votre livre Guerrier de la paix, c'était aux éditions du Rocher. Vous pouvez réécouter cette émission sur YouTube et en podcast sur sudradio.fr évidemment. Et puis n'oubliez pas que Sud Radio continue avec Brigitte Lahaye. Là aussi vous pouvez intervenir 0826 300 300. On parle de dépression Covid aujourd'hui avec le docteur David Nazio, psychiatre.